La semaine dernière, on a commencé à évoquer le fait que une des énergies qui pourrait avoir de l'avenir parce que elle est un peu plus écologique si elle est utilisée comme il faut, elle a moins d'incidence sur l'environnement que les énergies fossiles, c'est l'énergie qui utilise la pile à combustible. Alors, quand on parle de pile à combustible, pile, ça veut dire qu'il y a un courant électrique qui se forme par une réaction chimique, et à combustible, c'est que c'est un combustible qui réagit. Alors, c'est pas une combustion qui se déroule, il y a rien qui brûle, mais c'est la même réaction que la combustion, mais elle se fait doucement sans qu'il y ait de dégagement de chaleur. Et notamment, il y a ce qu'on appelle la pile à hydrogène qui est la plus célèbre. Et donc, la semaine dernière, j'ai fait une séance filmée pour expliquer le principe de fabrication de ce hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse. Quand on fait de l'électrolyse de l'eau, dans les exercices à corriger, il y a ça, eh bien, on fait passer un courant électrique de manière forcée dans de l'eau qui contient aussi des ions, et ça fait réagir cette eau. Et ces réactions forment deux types de gaz. Il y en a un, c'est du dioxygène qu'on voit ici, du dioxygène d'un côté, sur une des deux électrodes, qui se dégage, et puis du dihydrogène de l'autre. Donc là, on a des bulles qui se forment au contact de l'électrode, hein, des bulles comme ça, qui vont remonter, qui vont être récupérées. Ici, dans ce système, elles sont dégagées dans l'air parce que l'oxygène dans l'air, c'est pas du tout un problème, au contraire. Et puis de ce côté, vous avez le dihydrogène qui est fabriqué au contact de l'électrode qui est ici, là. Et ce dihydrogène se dégage. Par contre, celui-là, il est intéressant de pas le laisser se dégager dans la nature. Et il est récupéré dans une bouteille qui va contenir le dihydrogène ici qui nous intéresse. Alors, sur cette image-là, on voit que le principe est simple, on utilise de l'énergie électrique pour produire un gaz. Maintenant, si cette énergie électrique elle n'est pas propre et qu'elle provient d'une centrale à charbon, ça sert à rien. Ici, dans cette image, on montre que l'énergie électrique, elle peut être produite par des énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire, qui ont un gros inconvénient, c'est de pas produire tout le temps, puisque pour utiliser un panneau solaire, il faut qu'il fasse jour et qu'il y ait du soleil pour que ça marche bien. C'est pas le cas tout le temps. Et puis pour que les éoliennes elles marchent, il faut qu'il y ait du vent. C'est pareil, c'est pas le cas tout le temps. Donc c'est bien beau ces énergies-là, mais sauf que bah, ça ne marche que quand il y a du vent ou du soleil. Donc on peut pas compter dessus. En revanche, si on a ce genre de système et qu'on peut stocker l'énergie dans un gaz qui est le dihydrogène et la récupérer par la suite, là ça peut devenir intéressant et globalement être assez propre. Donc dans la première étape, la semaine dernière, on a vu le principe de fabrication de ces deux gaz, dioxygène et H2, à l'aide d'un courant électrique. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'utilisation de ce gaz-là pour former un courant électrique, donc c'est-à-dire la récupération de l'énergie qui a été stockée dans le gaz. Alors, il y avait l'exercice 9 qui portait sur la production de dihydrogène à partir de saumure, parce qu'on peut utiliser tout un tas de liquides différents, du moment qu'ils contiennent de l'eau, pour fabriquer ces gaz-là. Ici, on dit que le dihydrogène peut être obtenu par électrolyse. Je vérifie que mon micro est activé quand même. Ouais, c'est bon. Par électrolyse d'une saumure. Alors saumure, c'est de l'eau très salée, donc qui est concentrée en sel. Elle n'a plus de sel moins. Et puis voilà le schéma du montage. On met de l'eau salée dans une cuve, on met deux électrodes, donc c'est des bâtons conducteurs dans ce liquide-là. Et puis on met un générateur ici qui va imposer un courant électrique. Donc grâce à ça, on va essayer de savoir, là c'est le bleu, ça symbolise les gaz qui se forment. Et, ce système est étanche et on peut récupérer un gaz de ce côté et puis un autre de ce côté. Il y a des dégagements gazeux, on va devoir identifier de part et d'autre de quel type de gaz il s'agit. D'abord, on nous dit d'identifier l'anode et la cathode, de reproduire le schéma et de le compléter. Alors, dans quel ordre faire ça? Une petite astuce, je rappelle, pour se souvenir anode et cathode,
on utilise le fait que ça commence soit par une voyelle, soit par une consonne, anode ou cathode. On se souvient que anode, ça commence par une voyelle, donc ça correspond à la réaction d'oxydation qui commence par une voyelle, c'est-à-dire l'oxydation. Donc on se souvient de ça, anode c'est oxydation, le A ou le O, ça commence par une voyelle, et cathode c'est réduction, parce que ça commence par une consonne. Donc grâce à ce point de départ, c'est tout le temps comme ça qu'il faut faire, je vais pouvoir identifier l'endroit où il y a des électrons qui sont captés, donc ça réduit, c'est la réduction, et l'endroit où il y a les électrons qui sont dégagés. Déjà, d'après ce schéma, je vais chercher dans quel sens se trouve le courant électrique, le sens conventionnel, et ensuite le sens des électrons. Le sens conventionnel du courant, c'est de la borne plus vers la borne moins, tout le temps. Je le mets en rouge. Les électrons étant de charge négative, eux, ils circulent en sens inverse. Ça, je vais le mettre en vert. Donc les électrons, eux, circulent dans ce sens-là. Maintenant, sur chaque électrode, si je dois savoir si c'est une oxydation, c'est-à-dire qu'on a des électrons qui sortent, ou une réduction, ça veut dire qu'on a des électrons qui rentrent, je vais regarder ce schéma. Ici, je vois les électrons sont captés, ils rentrent quand je tue le sens. Alors que là, les électrons sont dégagés, ils sortent. Du coup, je vais pouvoir en déduire si c'est une anode ou une cathode. Ici, les électrons arrivent, donc c'est une réduction. Là, je vais avoir la réduction. Du coup, j'ai affaire à la cathode. Et de l'autre côté, je vais avoir une oxydation, donc je vais avoir affaire à l'anode. Bon, donc l'anode, c'est l'oxydation, c'est le lieu, si on le résume comme ça, c'est le lieu où les électrons sont libérés, et donc l'électrode de titane. Ici, titane, c'est, j'ai dit une bêtise là. Ah mince, j'ai mis les électrons dans le même sens que celui du sens du courant. Excusez-moi. Les électrons circulent en sens inverse. Hein. Je corrige. Les électrons, ici, ils arrivent comme ça, donc c'est bien le lieu où il y a eu la réduction de ce côté, ils sont captés, et là, ils sortent. Hein. J'ai dit une bêtise, je me suis trompé dans le sens. Ils vont comme ça, les électrons. Donc là, c'est l'oxydation. Donc l'électrode de titane ici, c'est l'anode. La cathode, c'est l'autre électrode, hein, c'est le nickel. Sur le schéma, on va pouvoir indiquer ce que j'ai fait, mais un peu plus au propre. Et on va pouvoir ensuite, par la suite, dire quels sont les gaz qui se sont échappés. Dans le petit b, on nous dit indiquer le sens de déplacement des différents porteurs de charge, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis on va indiquer quels sont les gaz qui sont produits. Alors on va réussir à déterminer plus tard ce que c'est du dihydrogène ici et que c'est du dioxygène ici, même si je l'ai déjà pas du dioxygène, du Cl2 ici. Même si je l'ai déjà mis ici, mais on verra par la suite pourquoi c'est H2 ici et pourquoi c'est Cl2. Alors, dans la solution, on peut rajouter aussi le sens de circulation des ions, parce que j'ai des ions en solution ici. Les anions qui sont négatifs, ils vont circuler dans le même sens que celui des électrons, donc de la droite vers la gauche, alors que les cations qui sont positifs vont circuler dans le même sens que le sens du courant. Donc les cations positifs vont du plus vers le moins, comme ça. Les anions, mais c'est qu'en solution, hein, et les anions du moins vers le plus. Les électrons ici en vert, et le sens du courant, moi je l'ai rajouté en rouge. On nous dit en petit c qu'on obtient un dégagement de dichlore à l'anode, de dihydrogène à la cathode. Donc on peut les rajouter maintenant, parce que c'est indiqué dans la question C. Je ne l'ai pas inventé moi-même. C'est dit dans l'énoncé. Écrire les demi-équations redox des réactions se produisant aux électrodes pour compléter le schéma. Alors, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Bonjour Léa. Donc, je dois écrire
Connaissant ça, maintenant, je dois écrire les réactions d'oxydoréduction qui se produisent soit à l'anode, soit à la cathode. Alors, à l'anode, quand je regarde le bilan, il y a un dégagement d'électrons. Alors qu'à la cathode, j'ai capté des électrons. Donc, je peux dire que, si je vais le faire au brouillon ici, puis après je gomme. Hein. À l'anode, alors je vais le mettre ici, à l'anode, quand je regarde le bilan, à l'anode, ici, j'ai du Cl2 qui se dégage. Donc je sais que je vais produire du Cl2. Et une demi-équation, je mets un égal. Forcément, il me faut du chlore. Au départ, c'est le Cl- qui est présent dans la solution ici, qui va permettre de produire ce Cl2. Donc ici, je sais que c'est du Cl- au départ qui va me permettre d'obtenir ça. Comme c'est une oxydation, je vais avoir un dégagement d'électrons de ce côté. Je ne sais pas combien, mais je vais en avoir qui sortent. Puis après, je dois équilibrer. J'ai 2 chlores ici, il m'en faut 2. Et puis, bon, ça c'est aqueux. Hein. Et après, j'équilibre la charge. J'ai 2 charges négatives, il me faut donc 2 charges négatives ici. Voilà pour l'anode. Maintenant, si je dois faire la cathode, j'effacerai tout ça après. Hein. Cathode, c'est là où il y a la réduction. Donc réduction, ça veut dire qu'il y a quelque chose plus des électrons, on a capté des électrons, qui va donner autre chose. Ce que ça va donner, c'est du H2, puisque c'est dit dans l'énoncé. Donc ça va donner du H2. Maintenant, qu'est-ce qui, en solution, pourrait donner du H2? Bah, je ne sais pas a priori au départ, mais peut-être du H+, ou des espèces chimiques comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par ailleurs dans l'énoncé? On nous dit forcément un dégagement de dichlore à l'anode et de dihydrogène à la cathode. Bon, alors il y a deux possibilités. Là, je l'ai pas dit, mais il y a 2 façons de corriger ça. Soit on est dans un milieu qui est légèrement acide. Dans ce cas-là, quand c'est acide, j'ai pas mal de H+ à disposition. Si jamais c'est basique, j'ai des HO- à disposition. On fait soit l'un soit l'autre, ça reviendra au même. Je vais faire simple ici, dans ma correction, et je vais faire les 2 versions en fait. Imaginons que ce soit légèrement acide, donc j'ai des H+ à disposition. J'ai des H+ en solution, donc qui peuvent être utilisés pour former le H2. Et puis, maintenant j'équilibre. Je veux 2 hydrogènes, j'en ai qu'un seul ici, je mets un 2. Et j'ai 2 plus, ici c'est neutre, ça me fait 2 électrons nécessaires. Donc voilà les 2 réactions, à l'anode et à la cathode. Possibilité, mais ça reviendra à peu près au même, c'est si jamais je suis dans un milieu basique, je prends le même point de départ, mais en milieu basique, c'est des H- qui sont présents en solution. Alors, je vais faire en dessous cette solution, puis celle que je vais laisser écrite. Il y avait des électrons qui donnaient du H2. Et je sais que je peux avoir du H- qui se dégage. Donc, admettons que je n'ai pas de H+ en solution. Donc, ce que je peux avoir en solution et de façon abondante, c'est de l'eau. Donc, je peux avoir de l'eau pour essayer d'équilibrer tout ça. Ici, j'ai 2 hydrogènes. Ici, j'en ai 2. Il n'y a plus qu'à essayer d'équilibrer l'oxygène. Mais l'espèce chimique qui peut se dégager, alors ça, c'est pas dit dans l'énoncé, mais ça peut être du HO-. Et dans ce cas-là, on a une solution qui est basique. Maintenant, reste à équilibrer tout ça. J'ai 3 hydrogènes ici, alors qu'ici, j'en ai que 2. Donc, la solution, c'est de multiplier ici par 2 pour obtenir un nombre pair d'hydrogène. Et ici, de multiplier également par 2, de manière à avoir les éléments qui soient équilibrés. J'ai 4 hydrogènes, 2 oxygènes, 2 oxygènes. Il me reste plus qu'à équilibrer la charge. 2 électrons ici. Et tout est équilibré comme ça. Alors, cette réaction
c'est plus celle-là qui va se produire, puisque ce qu'elle nécessite, c'est que j'ai de l'eau en solution, alors que celle-là, elle nécessite d'avoir du H+, qui n'est pas dit dans l'énoncé. Donc on va privilégier celle que j'ai entourée en bas, qui est pas facile à trouver, mais c'est celle-là qui se produit réellement. Alors je vais supprimer toutes mes annotations et mettre le résultat final. Voilà ce que ça donne. Ouais. Alors, quelqu'un d'autre s'est connecté? Non. Donc voilà les deux réactions qui... Celle-là, elle était pas forcément facile à trouver, hein. Mais elle peut se produire parce que je sais qu'en solution, j'ai des ions Cl-, mais en solution, j'ai aussi de l'eau puisque c'est un solvant, c'est le solvant. Donc elle peut vraiment se produire, cette réaction, parce que les deux réactifs qui sont proposés sont présents de façon abondante dans la solution de départ qui est ici. Ce qui va m'intéresser par la suite, c'est juste le rapport entre ce nombre d'électrons qui ont été échangés et la quantité d'hydrogène dégagé. Il va falloir montrer que pour une intensité de courant I et une durée de fonctionnement delta T donnée, le volume de dihydrogène produit à la cathode s'écrit V de H2 est égal à 1,5 de I fois delta T fois le volume molaire, c'est-à-dire le volume d'une mole de gaz, divisé par Na fois E. Bon, avec Vm, le volume molaire des gaz produits, Na la constante d'Avogadro et E la charge électrique élémentaire. Alors qu'est-ce qu'on avait dit précédemment dans le TP? Alors on a déjà vu ça en début d'année, puis on a vu ça la semaine dernière, que la charge électrique totale qui a circulé, qu'on appelle grand Q, elle peut se calculer de deux manières. Donc la quantité d'électrons totale qui a circulé dans le courant, dans le circuit électrique dans la réaction, c'est Q, et c'est égal à I fois delta T, c'est une première façon de calculer. Mais c'est aussi égal au nombre de moles total d'électrons qui ont été échangés, fois leur charge électrique, fois Na, c'est-à-dire ce que représente une mole. Donc la charge électrique, c'est le courant électrique fois la durée, mais c'est aussi le nombre total d'électrons en réel fois la charge d'électrons. Je vais utiliser donc cette relation-là et essayer de m'arranger pour tomber ici sur celle qui est ici. Je vois que tous les termes sont quasiment présents excepté N d'électrons, le nombre de moles d'électrons. Et puis moi, ce que je veux, c'est le volume d'hydrogène à la fin. Donc je recopie ici là où j'en étais. D'après l'équation, ce que je remarque dans l'équation ici, c'est que 2 électrons sont nécessaires pour dégager une seule molécule de dihydrogène. Autrement dit, la quantité de matière d'électrons est égale à 2 fois la quantité de matière de dihydrogène. Il y en a 2 fois plus. Donc, je peux dire d'une manière différente que la quantité de matière de H2, c'est la moitié de la quantité de matière d'électrons qui ont été échangés. Moi, je vais avoir besoin de connaître cette quantité de matière de dihydrogène, parce que ce que je veux après, c'est le volume de dihydrogène. Or, une quantité de matière de dihydrogène est telle que, si je prends le volume molaire, le volume d'une mole de gaz, je vais pouvoir dire que la quantité de matière de dihydrogène, c'est le volume de dihydrogène divisé par le volume d'une mole. Donc, en haut, j'ai le volume de dihydrogène produit par la réaction, et en bas, le volume d'une mole de ce gaz-là. Maintenant que j'ai cette relation-là, que j'ai celle-là, et que j'ai celle du haut, je vais réussir à m'en sortir. Alors, comment? Le but, c'est de remplacer ce n d'électrons qui est dans l'expression par le n d'électrons qu'on peut dégager de cette expression-là. Le n d'électrons, ça va être 2 fois n de H2. Et puis ensuite, le n de H2, je l'ai ici, c'est V de H2 sur Vm. Donc en combinant toutes ces relations, n d'électrons, c'est 2 fois n de H2, je le tire de cette expression-là. Et n de H2, la quantité de matière de H2, c'est le volume de H2 divisé par Vm. Donc, globalement, le nombre de moles d'électrons, c'est égal à ça, et je vais le remplacer ici dans l'expression. Ce qui va me donner fois delta T, donc ce que j'avais à gauche, fois Na, fois
2 fois V de H2 sur Vm fois E. Et là, j'ai plus qu'à combiner, à sortir un petit peu de la relation. Moi, ce que je veux, c'est V de H2 d'un côté et puis tout le reste de l'autre. Donc V de H2, je vais laisser ici et tout le reste, je vais le faire passer de l'autre côté. Alors, il y a peut-être une question et je vais y venir. Je vais aller voir. Donc, le V de M qui est en dessous, il va passer de l'autre côté, donc au-dessus. Et puis après, tout le reste, Na, E et le 2 vont passer sous le trait de fraction, changeant de côté. Du coup, je vais bien obtenir V de H2 est égal à Vm fois I fois delta T sur tout le reste. Ah, il y a peut-être une question, j'ai entendu biper. Bien. Ah, et bonjour Marion. Ouais. Bonjour. Donc j'ai réussi à retrouver cette relation-là. Alors, quand on a affaire à des réactions d'oxydoréduction, soit pour l'oxydation des métaux dans les premiers chapitres, soit quand on parle d'électrolyse ou de pile, il faut toujours que je parte de cette relation-là. La charge qui a circulé dans les fils électriques est égale I fois delta T, mais c'est aussi égal à la quantité de matière d'électrons échangés fois la charge. Bon, une fois que j'ai ça, on nous dit que l'intensité du courant électrique vaut 5 fois 10 puissance 4 ampères, 50 000 ampères, hein, donc c'est un électrolyseur qui utilise énormément de courant électrique. Calculer le volume de dihydrogène produit par heure de fonctionnement, sachant que dans ces conditions, le volume d'une mole, c'est 30 litres. 30 litres par mole. Alors j'ai déjà la réponse, mais je vais y venir. Il faut faire une application numérique de tout ça. Alors, I c'est 5 fois 10 puissance 4, ça va être simple, je vais le remplacer dans cette expression. Volume molaire, ça va être 30. Na, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. E, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. Il me reste plus qu'à trouver delta T. Qu'est-ce que je sais concernant delta T? C'est 1 heure. Mais dans cette expression, ça doit être en secondes. Donc il faut que je convertisse 1 heure en secondes pour pouvoir l'utiliser. À 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc le delta T ici va être de 3600 secondes. Après, je fais tout le calcul et je trouve 28 000 litres d'hydrogène. 28 000 litres, si je le calcule en mètres cubes, ça fait 28 mètres cubes d'hydrogène. Mais il faut un courant hyper intense, 50 000 ampères, c'est énorme, pendant 1 heure, pour avoir cette quantité d'hydrogène. Puis ce dihydrogène, après, il est stocké dans des bouteilles de gaz, et on peut le réutiliser, on va le voir, dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de forcer la fabrication du dihydrogène en appliquant un courant électrique, on va récupérer l'énergie qui est contenue dans l'hydrogène en le faisant réagir naturellement et on va récupérer du courant électrique grâce à ça. C'est ce qu'on voit dans l'exercice 13 et dans l'activité qui était à chercher pour aujourd'hui. Vers une pile à hydrogène pour les automobiles. Donc ça, c'est l'objet de développement en ce moment. C'est peut-être quelque chose, je ne sais pas ce que va nous réserver l'avenir, mais peut-être que vous, d'ici une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, comme il va falloir, c'est une question essentielle, il va falloir changer de mode de motorisation des véhicules et puis limiter les déplacements. Il faut trouver un moteur qui soit plus propre. Donc la pile à hydrogène pour les automobiles, c'est une solution qui pourrait être intéressante. Alors, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la production des véhicules de moteur est passée à environ de 5 millions d'unités à près de 50 millions d'unités par an. Ça doit être encore plus maintenant. La croissance de la production s'est opérée à un rythme d'1 million de véhicules supplémentaires chaque année. Donc l'Europe et l'Amérique du Nord s'adjugent chacune 35% du parc automobile mondial. L'Asie maintenant commence à nous rattraper vraiment à vitesse grand V. L'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Océanie se partagent dans l'ordre décroissant les 30% restants. Alors l'Asie maintenant, je sais pas où sont les chiffres, mais ça doit nettement rattraper ça commence à rattraper l'Europe et les Amériques. La croissance démographique, l'urbanisation et l'amélioration de la conjoncture économique sont de grands moteurs de la croissance du parc automobile. Selon des chiffres publiés par les Nations Unies, la population mondiale est passée de 2,5 milliards à 6 milliards d'individus fin 99.
Et elle devrait enregistrer une croissance supplémentaire de 50% d'ici 2050 pour atteindre 9 milliards d'individus. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dans vos cours d'éco. Souvent, les projections, c'est qu'on soit 9 milliards en 2050. Compte tenu de cette croissance, le parc automobile mondial devrait compter 2,65 milliards de véhicules d'ici 2020. Alors je sais pas si c'est le cas maintenant, je vais pas vérifier. Il faudrait vérifier si leur prédiction, quand ils ont édité le bouquin en 2013, si on est vraiment à 2,65 milliards de véhicules en 2020. À chercher. Une voiture à hydrogène fait étape à Marseille. Donc un prototype de voiture propre propulsé par une pile à combustible a fait étape à Marseille. Elle a fait un périple européen qui vise à parcourir 3000 km avec seulement 3 kg d'hydrogène, soit l'équivalent de 11 litres d'essence. Alors il a une drôle de forme, hein, il peut pas transporter grand chose. Ce projet écologique a été baptisé Hyson 3000. High comme hydrogène, Sun pour le soleil. L'énergie du soleil pourrait me servir à produire l'hydrogène, et 3000 pour les 3000 km. Donc, il avait parcouru 2500 km et consommé 2,76 kg d'hydrogène quand elle a fait étape à Marseille. Donc, une consommation moyenne de 0,32 litres au 100 et une vitesse moyenne de 36 km par heure, même si le pouvait aller jusqu'à 70. L'objectif de ce trajet, c'était de sensibiliser le public et de montrer à quel point la technique a déjà avancé et qu'on peut avoir des moyens de faire des véhicules propres. Alors juste une petite parenthèse, oui on a un véhicule propre mais on peut pas transporter grand monde dedans. C'est une des grandes questions, c'est est-ce que on arrête de fabriquer des véhicules de plus en plus grands pour déplacer des gens et qu'on revient à des véhicules plus petits. Parce que le paradoxe c'est que les voitures actuelles ont des moteurs beaucoup plus propres que les voitures d'il y a 40 ans, sauf qu'elles consomment presque autant, beaucoup plus propre. C'est des moteurs qui consomment beaucoup moins, ils ont un meilleur rendement, sauf que les voitures étant plus grosses, globalement, la consommation est la même. Ok, bon, les polluants locaux, donc combustion du pétrole, on a du dioxyde de soufre qui est formé, du dioxyde qui transforme en acide sulfurique, on l'a vu. Le moteur combustion incomplète, il dégage des monoxydes de carbone ou des composés aromatiques. Et puis il y a des oxydes d'azote aussi. Et de l'ozone, autre. Quand vous voyez la pollution de Lyon, avec des nuages un peu bleus, voire des fois un peu qui tirent sur le rouge, c'est qu'il y a tous ces polluants qui sont responsables de cette fumée-là. Alors première question, quelle est l'évolution du parc automobile? La problématique, hein, les documents présentés mettent en évidence l'évolution du parc automobile. La pile hydrogène est-elle une solution pour l'avenir d'automobile? On cherche à répondre à cette question-là. Quelle est l'évolution du parc automobile mondial? Quelles sont les conséquences directes sur les quantités de polluants locaux produits? Bon bah, dans le document 1, ce que j'ai lu, c'est une des projections, c'est qu'il y ait 2,65 milliards de véhicules en 2020. Donc, une augmentation des polluants locaux, car la plupart des véhicules sont des moteurs thermiques. Sachant qu'une pile à combustible hydrogène-oxygène ne produit que de l'eau à partir du dihydrogène, quels polluants locaux génèrent-elles a priori lors de son utilisation et commenter l'expression voiture propre? Bon bah si ça produit que de l'eau, alors la réaction c'est ça, hein, dioxygène plus d'hydrogène donne de l'eau et si j'équilibre ça donne ça. Donc ça paraît magique parce que derrière le échappement j'ai que de l'eau, de la vapeur d'eau. Et c'est le cas, hein. Le seul X c'est comment obtenir ça. Est-ce qu'on peut le fabriquer de façon propre ou pas? Parce que le dioxygène il est dans l'air. Donc commenter la voiture propre. Si on ne tient pas compte de la production du dihydrogène, il n'y a aucun polluant qui est produit. C'est parfaitement propre tout ça. La question c'est est-ce qu'on sait fabriquer du dihydrogène de façon propre? Donc l'expression voiture propre est donc appropriée si j'avais du dihydrogène qui est produit de façon propre. Mais alors j'ai mis entre parenthèses, il faut nuancer tout ça parce que il faut englober tout ça dans le bilan de production des polluants, ceux de la fabrication des panneaux solaires,
de la fabrication de la carcasse de la voiture, etc. Tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la production de polluants. L'autre avantage de l'utilisation d'une pile à hydrogène en remplacement d'un moteur thermique, le document 2 met-il en évidence, on voit qu'il y a un rendement qui est plus intéressant avec ce véhicule-là, hein, et une consommation qui est très faible, 0,36 litres au 100. Alors je sais pas s'il y en a certains qui passent le permis ou qui l'ont déjà passé, mais les véhicules actuels, en termes de consommation d'essence, c'est des 6 litres au 100. Et là, on est à 0,37 litres au 100. Donc c'est 16 fois plus économique en consommation. Voilà pour cet exercice. J'enchaîne rapidement avec la problématique que je vous ai envoyée par mail. C'était la pile à combustible qui existe déjà et qui est déjà utilisée dans les fusées et dans la navette spatiale américaine notamment. Il faut avoir de l'énergie sur ces engins spatiaux et si possible éviter de faire des combustions, de faire brûler des choses parce que ça peut comporter un risque et puis ça peut surchauffer le bâtiment, etc., etc. Donc, l'électricité qui est utile et utilisée dans la navette spatiale, elle est réalisée par 3 modules de piles à combustible. Donc 3 modules, ça veut dire que j'ai 3 piles. 3 modules. Hydrox, ça veut dire que j'ai l'hydrogène et l'oxygène. Chacun de ces modules est composé de 32 piles. Donc j'ai 32 piles fois 3 à combustible, qui sont branchées en série. Chacune étant alimentée en dihydrogène à une électrode et en dioxygène à l'autre électrode. C'est-à-dire qu'on leur apporte ces deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène. Son électrolyte, c'est-à-dire le liquide dans lequel baignent les deux électrodes, est constitué d'une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium. Donc, plus HO-. Donc j'ai beaucoup de HO- à disposition dans le liquide. C'est basique. La tension aux bornes d'une pile est égale à une seule pile, c'est 0,875 volts. L'intensité du courant varie de 50 à 500 mA, ça c'est pour I. Et l'eau produite par la réaction de fonctionnement de la pile est filtrée, stockée et peut être consommée par l'équipage. Donc c'est merveilleux. Il utilise aussi l'eau qui est dégagée par cette pile pour en faire une boisson, l'eau qui est consommée par les astronautes. Un module hydrox suffit à l'alimentation de la navette, mais 3 sont présents pour assurer la sécurité. Donc on pourrait se contenter d'en avoir qu'un seul, mais pour plus de sécurité, on en met 3. S'il y en a un qui marche plus bien, on en a d'autres. Lorsqu'un module est actif, un autre est en veille, prêt à prendre le relais si nécessaire. Voilà les couples oxydoréducteurs qui sont mis en jeu. La charge électrique correspondant à 1 mol d'électrons, ça c'est la grande Na fois E. 1 mol d'électrons c'est Na, et la charge d'un électron c'est E. Donc au lieu d'utiliser Na fois E, on peut utiliser directement 96 500 coulombs. L'intensité c'est 250 ampères et le volume consommé quotidiennement par personne c'est 2 litres. Et la masse volumique de l'eau c'est 1000 grammes par litre. Bon, l'objectif à la fin c'est de savoir si on peut, je sais pas si c'est de savoir si on peut nourrir tout le monde, enfin si on peut produire suffisamment d'eau par personne au quotidien. Première question, détermine la tension existant aux bornes d'un module de fonctionnement. Un seul module comporte 32 piles et j'ai 0,875 volts par pile. Et en série, donc les tensions s'additionnent. Donc elles sont en série, les tensions s'additionnent, j'ai donc 32 piles fois 0,875, ça me fait 28 volts. Donc j'ai une pile qui a une tension de 28 volts. On est encore loin des 220 volts qu'on a chez nous, mais ça suffit largement à faire fonctionner plein de choses. Votre téléphone fonctionne avec du 9 volts. Il y a plein de choses qui fonctionnent avec du 12 volts, donc 28 volts, on peut faire fonctionner plein de choses. Exprimer l'énergie délivrée par le module. Alors l'énergie délivrée par le module, c'est P fois delta T, une énergie. Alors l'énergie, c'est la puissance
fois la durée. Mais la puissance en électricité, c'est la tension fois l'intensité, U fois I, pour la puissance. Du coup, l'énergie que peut produire un module, c'est la tension fois l'intensité fois la durée de fonctionnement. Donc, délivré par le module, il faut la durée. Hein. Donc, alors là, on me dit exprimer, donc on m'a demandé de le calculer. Donc là, je pourrais m'arrêter ici. Donc UM, c'est 28 volts, I, c'est entre 50 et je sais plus combien d'ampères. Et puis, on nous a dit ici qu'on prenait une intensité de 250 ampères. Donc avec 250 ampères, maintenant si je prends sur une durée de une journée, pardon, non c'est 10 jours là. 10 jours, alors je sais pas où je l'ai vu ça, mais à un moment donné dans l'énoncé on nous parle de 10 jours quelque part, je sais pas. Je sais pas si c'est marqué quelque part, pourquoi j'ai pris 10 jours, je sais pas. Il n'était pas demandé de calculer de toute façon. Et pour lire les équations des réactions électrochimiques qui fonctionnent dans la pile. Donc il y a l'anode, l'oxydation, et la cathode, la réduction. Donc vous voyez, toujours le même code, hein. Même si ici on n'est pas dans l'électrolyse, c'est-à-dire qu'on fabrique pas le gaz, on utilise le gaz, l'astuce c'est toujours la même. Anode, oxydation, cathode, réduction. Donc l'anode, en tenant compte de la présence d'ions hydroxyde, HO-, qui sont présents en grande quantité, on va avoir le dihydrogène qui sera oxydé en eau, c'est-à-dire en H2O. Alors, on va essayer d'être progressif. Donc j'ai le dihydrogène au départ. Et je sais que ce dihydrogène, à la fin, ça produit de l'eau. Donc ça, c'est une demi-équation. C'est une anode, donc c'est une oxydation, donc ça veut dire que les électrons vont se dégager de ce côté. Ils vont être dégagés. Maintenant, la seule chose que je peux savoir, c'est que pour équilibrer ça, je peux faire intervenir de l'eau, soit des H+, soit des HO-. Et les H+, il n'y en a pas, parce que c'est une solution qui est basique. Par contre, j'ai plein de HO- qui sont présents dans le bain dans lequel baignent les électrodes. Il y a un excès de HO-. Donc je peux me dire que pour équilibrer les oxygènes qui sont ici, je peux utiliser des HO-, des ions hydroxyde. Maintenant, il faut équilibrer tout ça. Alors j'ai des hydrogènes de partout, des oxygènes de partout, donc j'ai plus qu'à trouver les bons chiffres pour pouvoir équilibrer. Je suis confronté à un petit problème ici, j'ai un nombre impair d'hydrogène là, alors que là c'est un nombre pair. Donc déjà en multipliant par 2 les hydroxydes, HO-, je vais m'arranger pour avoir un nombre pair d'hydrogène. J'en ai 4 ici, et j'ai 2 oxygènes. Bon c'est commode, en mettant un 2 ici, je vais avoir 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Il me reste plus qu'à équilibrer la charge. De ce côté à gauche, j'ai 2 charges négatives, il m'en faut 2 de ce côté, donc je mets un 2 devant l'électron. Donc voilà l'équation de la réaction. Alors, la demi-réaction, je vais effacer mes annotations. La demi-réaction qui se forme à l'anode. J'ai mis une flèche parce que c'est une réaction qui se fait réellement. Hein. Les électrons, ils sont réellement dégagés dans les fils électriques et vont se balader, vont faire tout le tour du circuit pour aller jusqu'à la cathode. Maintenant, la cathode. Ce que je sais à la cathode, c'est que j'ai du dioxygène O2 et que ça va produire de l'eau aussi. Donc, à la cathode, c'est le dioxygène qui est réduit en eau. Donc, je pars de O2 et je sais que je dois produire de l'eau. Alors, comme c'est une réaction vraiment réelle, complète, qui se forme, on peut mettre une flèche et non pas un égal. Mais je vais avoir des électrons qui apparaissent parce qu'ils sont dans les fils. Je sais que c'est une réduction, donc les électrons, ils ont été fournis, ils ont été consommés. Maintenant, il faut que j'équilibre tout ça, soit avec des molécules d'eau, soit avec des ions hydroxydes qui sont présents en solution. Alors, ici j'ai 2 oxygènes, ici j'en ai qu'un seul, donc il va falloir équilibrer à la fois les oxygènes et les hydrogènes.
Donc, je sais que j'ai des H- qui sont présents en solution. Donc, je les ai à disposition. Maintenant, j'ai tous les éléments et j'ai plus qu'à essayer de trouver les bons chiffres pour équilibrer tout ça. J'ai 3 oxygènes ici, j'en ai qu'un seul ici. Alors, je peux essayer de mettre un 3, mais ça va pas fonctionner, puisque ça va me faire 6 hydrogènes. Là, il va m'en falloir 6 aussi, donc ça va pas fonctionner. Alors là, il faut y aller à tâtons. Alors, je peux aussi utiliser, j'ai oublié de dire, je peux utiliser aussi des molécules d'eau pour équilibrer tout ça. Pourquoi je l'ai pas? Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah non, pardon. Pour équilibrer, je peux imaginer mettre les ions HO- de ce côté. L'essentiel, c'est que globalement, ceux qui ont été consommés ici ne soient pas... Bah, si, je peux utiliser ça, pardon. J'ai fait une erreur de raisonnement. Donc, à ce stade-là, je vais pouvoir équilibrer. J'ai de l'eau qui est abondante aussi en solution, donc je peux mettre de l'eau ici et équilibrer tout ça. Bon, globalement, voilà ce que ça va me donner. Quand j'équilibre... alors, faut que je fasse ça, c'est brouillon, je suis désolé. Ici, pourquoi j'ai pas ma gomme? Donc, je vais équilibrer tout ça. En prenant 4 molécules d'eau d'un côté et en prenant 4 H- de l'autre, je vais pouvoir équilibrer. Alors, je me rends compte que j'ai les molécules d'eau de chaque côté. Donc, en simplifiant ces deux-là et en en gardant que deux de ce côté, ça suffira. Donc, globalement, l'équation de réaction de la pile, ici j'ai 4 électrons, ici j'en ai 2, donc en multipliant cette ligne-là par 2 et en combinant, je vais avoir l'équation globale. Et je vais me retrouver avec cette équation-là. Donc lui, cette ligne-là, je ne l'ai pas multipliée. Alors, je vais effacer mes annotations parce qu'on ne voit plus rien. Ici, je multiplie cette ligne-là par 2 pour avoir le même nombre d'électrons échangés. Donc je vais avoir un seul dioxygène, plus 2 H2 parce que j'ai tout multiplié par 2, plus 4 H- ici, plus 2 H2O, parce que ici je suis à 2 là, et puis là je les ai supprimés. Ce qui va donner 2 fois 2 H2O, donc 4 H2O, plus 4 H-. Maintenant, est-ce que je peux simplifier ça? Bah oui, je le vois ici, les H- se simplifient. J'ai 2 H2O qui se simplifient avec les 4 ici, ça me fait que 2, et j'obtiens une réaction archi simple. C'est 2 plus 2 H2 donne 2 H2O. Donc c'est un peu compliqué pour arriver à ce résultat-là, mais de toute façon, c'est cette réaction bilan qui se produit. C'est la même que celle qu'on avait énoncée dans l'exercice précédent. Maintenant, il faut relier la charge électrique. Alors pourquoi on a fait ces demi-équations? C'est parce qu'on a besoin de savoir quels sont le nombre d'électrons échangés en fait, pour pouvoir relier la charge électrique ayant circulé à l'énergie électrique libérée par la pile et la quantité d'eau formée. Alors, 2 molécules d'eau qui apparaissent. Quand j'ai 2 molécules d'eau qui apparaissent ici, c'est que j'ai 4 électrons qui ont été échangés. Donc au bilan, hein, dans ces deux équations, quand j'ai combiné, je sais que j'ai 4 électrons qui ont été échangés. Donc pour former 2 molécules d'eau, j'ai 4 électrons qui ont été utilisés. Donc, ça signifie que la quantité de matière d'électrons, elle est égale à 2 fois la quantité de matière d'eau. Puisque 2 molécules d'eau nécessitent 4 électrons. J'ai donc 2 fois plus d'électrons qu'une molécule d'eau. Partant de là, je réutilise l'énergie précédemment calculée. Et I fois delta T, c'est la charge. Hein, sauf que la charge électrique qui a circulé, c'est le nombre d'électrons fois le nombre de moles d'Avogadro fois E. Donc j'obtiens
l'énergie qui est égale à UM, j'ai gardé la tension là, fois Q qui s'est transformé en N d'électrons fois Na fois E. Sauf que le nombre de moles d'électrons, c'est 2 fois le nombre de moles d'eau. Alors je peux le calculer, le nombre de moles d'électrons, ça va être l'énergie divisée par tout le reste ici, donc divisé par UM fois Na fois E. Et ça, c'est égal à 2 fois le nombre de moles d'électrons, d'eau. Moi, mon but, c'est de trouver le nombre de moles d'eau. Hein. Donc le nombre de moles d'eau, c'est l'énergie qui a circulé divisé par 2 fois UM fois Na fois E. En le calculant, si c'était sur 10 jours, l'énergie calculée précédemment, c'était 6 fois 10 puissance 9, je divise par tout le reste, j'obtiens 1120 moles d'eau qui ont été produites en 10 jours. Donc le volume d'eau formé, je vais utiliser la masse molaire de l'eau, je vais multiplier par la masse molaire de l'eau, j'aurai donc la masse d'eau, et puis avec la masse volumique de l'eau, je trouverai le volume. Donc la masse d'eau formée, et puis la masse en faisant petit n fois grand n, petit n c'est 1120 moles, fois 18 c'est la masse molaire de l'eau, ça me fait 20 kg d'eau. Du coup ça me fait 20 litres d'eau. Ça me fait 20 litres d'eau. Si on considère qu'une personne consomme en moyenne 2 litres d'eau par jour, et que c'est pendant 10 jours, alors 5 personnes vont avoir besoin de 2 fois 5 fois 10, c'est-à-dire 100 litres d'eau. Or, les piles, elles en produisent que 20, donc c'est pas suffisant pour nourrir toute l'équipe, tout l'équipage qui est à bord de la navette. Il faut forcément des réserves d'eau pour que ça puisse fonctionner. Il y a de l'eau ailleurs, hein. Ça va peut-être vous dégoûter, mais les astronautes, ils évacuent l'eau dans leurs urines, tout ça est recyclé. Hein. L'eau des urines resserre à fabriquer de nouveau de l'eau, alors c'est filtré bien entendu, c'est tout nettoyé, ça refabrique de l'eau qui va être de nouveau consommée par les astronautes. Donc globalement, ils arrivent à être autonomes en eau avec cette énergie-là qui produit 20 litres d'eau plus l'énergie recyclée par l'urine. Enfin, l'eau recyclée par l'urine. Bon, je vais m'arrêter là pour ces piles à combustible. On peut faire le même type de pile avec de l'alcool qui réagit avec l'oxygène. Il y a d'autres piles à combustible qui existent. Il faut savoir que c'est sans doute une pile d'avenir. Vous allez peut-être en entendre parler de plus en plus dans les décennies à venir. C'est ce qui est souhaitable en tout cas. Bon, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année, parce que je reverrai pas, je vais arrêter la vidéo.